C'est vrai qu'on a perdu la première partie, mais on évoquera rapidement les 4 sujets. Soudan du Sud, Bénin, Gambie et le Togo. Dominique Caliziou, chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir Pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Le Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud enfoncés dans une guerre civile doivent signer jeudi un accord préliminaire de partage de pouvoir qui sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet. C'est l'annonce faite par les autorités du Soudan voisin. Toutes les parties vont signer un accord préliminaire de partage du pouvoir. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a fait ces déclarations dans un communiqué publié à Khartoum où se déroule depuis juin une série de pourparlers de paix. Alors, c'est la même question, Dominique, que je pose depuis un moment, c'est-à-dire, on a fait tout ça là juste pour des partages de postes? En fait, puisque tout tourne autour de ça, justement, puisque tout tourne autour de la gestion du pays, du partage du pays, puisque, au fait, les deux antagonistes aujourd'hui étaient des alliés. Hier, pour combattre le régime de Khartoum. Et dès lors qu'ils ont obtenu leur indépendance avec l'appui des Américains et autres puissances, maintenant ils ont du mal à s'entendre pour gérer le pays. Puisque entre-temps, il y avait eu déjà un accord où le rebelle Ek Matia était allé à Djouba et il a pris ses quartiers. Mais je crois à peine un mois, le ministre de la Défense de Salva Kiir lui a lancé une offensive. Et heureusement qu'il avait choisi une résidence qui n'est pas loin d'une brousse où il a pu se faufiler pour s'échapper. Il a été même blessé à cet effet, je crois. Donc aujourd'hui, tout se passe comme si le groupe Salva Kiir voudrait être totalement libre pour gérer seul le pays. Alors que vous êtes venus au pouvoir, ils étaient tous dans la rébellion, ils ont combattu ensemble, et normalement le problème ne devrait pas se poser. Ils étaient des alliés hier. Mais je crois que dans cette crise, il y a aussi un problème ethnique. Les Nuer et les Dinka. Donc ça aussi, ça s'est greffé sur cette crise. Donc je crois que si ils pouvaient se mettre d'accord pour réellement partager ce pouvoir, parce que Ek Matia était le vice-président. Et donc, je crois qu'ils peuvent s'entendre. S'ils arrivaient à s'entendre, ils peuvent gérer le pays, aller faire une transition et organiser des élections. Bon, que le meilleur gagne à ce moment. Alors, est-ce que c'est possible déjà, Pasteur Edo, comme que ces deux-là, qui ont connu tout ce qu'on sait, puissent à nouveau, comme si de rien n'a été, s'entendre pour diriger ensemble? Non, c'est dommage pour le Soudan du Sud, ce jeune État indépendant en 2011. Oui. Et déjà en 2013, les velléités et les hostilités ont commencé. Donc, ce pays n'a connu que 2 ans, 2 ans de stabilité, de paix. De stabilité, parce que venant fraîchement des années de rébellion face au Grand Soudan, je crois que il faut que l'Afrique est toujours malade de ces énergumènes-là qui prennent des armes et, avec la bénédiction des Occidentaux, parce que les armes, est-ce que c'est moi qui fabrique? Je ne fabrique pas, je ne commercialise pas. Donc ceux qui le font savent, ils le font avec leur intérêt. Donc le champ d'expérimentation, c'est l'Afrique. Il faut venir tuer, et positionner déjà, et puis après... L'Afrique même se prête au jeu, donc... Oui, l'Afrique se prête... C'est pas de refus pour les fabricants. L'Afrique se prête au jeu, parce que, bon... ce n'est pas on a intérêt, mais c'est comme si nous ne voulons pas changer de mentalité. Donc ça fait que le Soudan du Sud, à l'état actuel, avec tout ce que nous avons connu, avec Riek Machar, et qui était dans le maquis, qui était maquisard, ex-maquisard avec Salva Kiir. Aujourd'hui, revenir encore signer un accord, qu'est-ce que ça peut, est-ce que c'est rassurant, est-ce que ça rassure que l'accord là sera durable? C'est la question qu'on peut se poser. Il y en avait déjà eu en 2016, mais ça n'avait pas été respecté. Bon, espérons quand même que ce pays puisse retrouver la stabilité, mais il y a de craintes que ces gens sont des manipulateurs, c'est des gens qui manient facilement les armes, moins de choses, l'autre peut encore retourner dans le maquis. C'est un peu dommage que c'est l'Afrique qui subit toujours la loi des armes.
Cette fois-ci, on va espérer quand même que ce pays puisse retrouver la stabilité et retrouver le chemin de développement. Aux Russes, il n'y a que l'espoir. On ne peut que garder espoir pour le Soudan. Personnellement, moi je suis pessimiste parce que j'appelle ça du bidouillage. C'est l'exemple type de personnes qui ont pris des armes sous prétexte de défendre la liberté des peuples, mais qui en réalité n'ont aucun plan de développement en ce qui concerne comment ils vont gérer le peuple qu'ils prétendent défendre. Ouais. Donc au final, ils se retrouvent au pouvoir en train de se disputer des richesses. Donc au final, oui, on a du bidouillage, mais du bidouillage où on va parler de stabilité, sans parler de constitution véritable d'un État, où on va parler de stabilité nécessaire aux entreprises pour pouvoir siphonner les richesses nationales du pays. C'est un peu ça. C'est-à-dire, pourvu que cela soit calme, s'il y a des exactions, s'il y a des meurtres, s'il y a s'il y a un génocide qui se passe là-bas, pourvu qu'il n'y ait pas de médias, qu'on ait un semblant de stabilité, et pourvu que les sociétés qui convoitent le pétrole et toute autre richesse de là-bas puissent faire leur business sans problème. Donc c'est un peu ça ce qui me gêne. Et je ne vois pas trop l'intervention, et c'est ce qu'on reproche très souvent, de l'Union africaine. Le Soudan, s'il devait... on aurait dû résoudre, disons, dans ma perception des choses, la résolution du Soudan passe par l'établissement d'un état de droit comme cela se fait avec des élections, avec qu'on appelle une société civile qui s'exprime, bref, tous les ressorts d'un état viable. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois en Afrique on retombe un peu dans les mêmes travers, c'est-à-dire on légalise, excusez-moi le terme, des bandits, parce que oui, ils ont réussi disons, ils disent qu'ils se sont battus pour les droits de leur population. Ok, d'accord, ces populations sont-elles libres? On les a légalisées internationalement, on les enrichit, on leur donne qu'on appelle un certain nombre de potentialités, et j'ai la sensation que les États africains ne comprennent pas qu'avoir cela à leurs frontières est un danger. Le Sud-Soudan a une frontière avec le Tchad, avec le Soudan, donc c'est un foyer d'instabilité. Donc bidouiller en laissant les deux protagonistes avec de l'argent, des armes, sous fond de conflits ethniques organisés. Parce que les gens ont réussi à s'entendre pour se libérer, et maintenant on s'arrange pour les mettre les uns contre les autres. Donc, je pense que c'est du feu. Moi, je suis un peu optimiste parce que je me dis que lorsque le club ou le réseau Salva Kiir a lancé un assaut contre Riek Machar, ils croyaient l'anéantir en quelques jours, en quelques mois, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Et les gars tiennent encore des positions et ils n'ont pas pu. Donc, je me dis que face à cet échec, et encore, l'un des acteurs de cette crise, c'est le Soudan. Le Soudan, aujourd'hui, qui fait office de médiateur. Donc, j'espère que si tous sont de bonne foi, et surtout comme l'autre n'a pas réussi à se débarrasser militairement de Riek Machar, je me dis qu'ils peuvent maintenant vraiment se rendre à l'évidence la nécessité d'être ensemble, la nécessité de travailler ensemble pour sauver vraiment ces populations qui sont misérables. Mais je vous dis que dans ce pays, c'est une misère effroyable. Et pourtant, ils ont des terres fertiles qui pouvaient vraiment développer une agriculture qui peut vraiment nourrir la population. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous savez, c'est un pays aussi, il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup de Sud-Soudanais qui sont à l'extérieur. Moi, je l'ai rencontré aux États-Unis. Voilà ces gens qui peuvent investir dans ce jeune État qui a besoin des investissements pour se développer. Mais rien ne peut se faire s'il n'y a pas la paix. Alors justement, est-ce que cet accord de partage de pouvoir est un accord qui va permettre le développement du pays, ou bien on s'entend, on gère les affaires du pays, chacun s'enrichit, mais le Soudan du Sud reste dans l'état où il est? Il faut plutôt penser à des principes démocratiques. Vous savez, il n'y a pas eu en tant que tel d'élection. Maintenant, à cette allure, qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, c'est la question qui me vient toujours à l'esprit. C'est vrai que ce que Dominique a dit tout à l'heure, on peut être optimiste, mais attention, parce que
quand vous prenez tout ce qu'il y avait eu comme meurtre, comme assassinat, c'est des crimes, même des crimes de guerre dans ce pays-là. On revient aujourd'hui pour un partage de pouvoir. Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des garanties nécessaires pour dire que le partage de pouvoir soit équitable et que les deux protagonistes puissent s'entendre sur la gestion du pays? Est-ce qu'après, il y aura plus de conflits d'hégémonie? Bon, l'un, parce que l'autre est président, l'autre va être vice-président. C'est dire que ceux qui détiennent continuent pas à détenir le pouvoir de ce pays, dans ce pays sont ailleurs. Vous les connaissez, hein? Vous les connaissez, c'est les grandes puissances parce que il y a les richesses, il y a le pétrole et puis la terre aussi est riche. Donc ceux qui détiennent réellement le pouvoir dans ce pays sont ailleurs et ils vont continuer par ils ont fait de pression pour que les deux puissent s'entendre et que eux ils continuent quand même, ils puissent continuer par faire le business. C'est aussi ça. C'est dommage que l'Afrique, on ne sent pas l'Union africaine accompagner ce jeune État pour qu'il puisse redevenir normal, un État normal. C'est l'Union européenne cette fois, et l'Union africaine c'est intervenu. Mais son intervention presque hein, mais voilà. Vous voulez qu'ils interviennent militairement? L'Union africaine n'a pas quand même. Non, déjà que lors du dernier sommet de l'UA, il était décidé que l'Union africaine aussi prononce des sanctions. Mais elle a mis ces sanctions en veilleuse parce que les Nations Unies ont pris le devant. Oui, mais c'est justement parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous voyez cet accord qui est signé, d'abord, il y a eu des négociations à Nairobi. Oui, justement. Et puis, ça s'est prolongé au Soudan. À Kampala. Je crois que fondamentalement, l'Union africaine s'est impliquée. Et si, actuellement, je crois que l'accord sera assorti de menaces, de sanctions pour les dignitaires des deux bords. Oui. Si vous refusez d'appliquer cet accord, voilà ce qui peut vous arriver. Interdiction de voyage, interdiction de... Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Des armes, ce pays ne pourra connaître la stabilité que si les deux là, sont... Finalement, comment on peut... Si on peut s'en passer des deux. Finalement, Maurice, est-ce que ce n'est pas les menaces de sanctions qui les mettent ensemble? Au-delà de tout, ils n'ont pas exprimé leur volonté d'être ensemble. Non, moi je pense que c'est... on s'entend sur le partage de l'argent. Moi, je ne vois pas comment un État où il n'y a pas de hiérarchie, où tout le monde a des armes, peut s'en sortir. On a essayé dans d'autres pays africains, ça n'a pas marché. C'est pour ça, à un moment, on s'est arrangé pour enfermer Jean-Pierre Bemba. Parce qu'à un moment, sur le territoire congolais, on avait Kabila et Bemba. En Côte d'Ivoire, on a eu le trio Babo, Ouattara et Bédié. Ça n'a pas marché. On a eu en Angola, à un moment, on a voulu essayer de mettre Dos Santos et Savimbi. Ça n'a pas marché. Voilà, dans tous les cas, la Centrafrique. Voilà, en Centrafrique. Donc, à chaque fois qu'on a essayé ce chemin-là, il y a un qui a perdu la vie. Il y a un qu'on a évincé, il y a un qu'on s'est arrangé à écarter. Je ne vois pas comment un État de droit peut se construire dans un pays où il n'y a pas de leadership, où il n'y a pas d'objectif, où il n'y a pas de paix, où tout le monde a des armes et où il y a une corruption qui va s'installer de manière... Pensez plutôt au désarmement. Non, c'est que je pense qu'à un moment... il faut que le continent prenne ses responsabilités. Je pense que c'est ça. On essaie de tourner autour du pot, mais je pense qu'à un moment, ces foyers d'instabilité en Afrique, il faut prendre sur soi d'aller au front. Oui. Je pense qu'il le faut. Pour vous, le front, c'est quoi? Le front, c'est qu'on appelle faire le blocus militaire, économique qu'il faut pour... Ça pénalise plus les populations. Non. Je pense... Si les armes, c'est vraiment bien pour empêcher aux deux groupes de s'armer. Mais on sait aussi que c'est... Malheureusement, il y a des embargos. Bien sûr, il y a des circuits officiels où les armes circulent. Non, c'est l'embargo sur les armes, mais malgré ça, ils continuent toujours à avoir des armes. Si vous prenez par exemple les rebelles de mais ils trouvent les armes.
Mais c'est qu'il y a toujours Et pourtant, des il y a des canons. Oui, mais ça signifie justement qu'il y a des complicités. Oui, mais justement, parce que il y a même des États il y a des sont complices, exemples. voilà. Oui, Mais ce sont parce que je trouve que surtout au niveau du continent africain, on a grosso modo une ceinture d'instabilité qui va partir C'est des menaces à la stabilité du continent. la Mauritanie au Sénégal jusqu'à pratiquement Djibouti et la Somalie. Donc à un moment, il faut désamorcer ça. Maintenant, ce qui me fait mal, il n'y a pas un conflit armé en Afrique de l'Ouest. Non, je parle du Sahel. Ouais. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est la symbolique même du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est la Nubie. Oui. Et la Nubie a une importance historique en ce qui concerne l'Afrique. Quand il s'agit des crises grecques, même si c'était des crises beaucoup plus économiques, on a vu quand même une fédération d'États qui est partie au secours, ne serait-ce que pour la symbolique que représente cet État. Le Soudan du Sud, c'est à peu près la même chose. Ça a une symbolique importante en termes d'histoire, en termes de transmission au niveau de l'Afrique. Et malheureusement, ce sont des choses... Les Occidentaux qui ont voulu diviser ce pays, le Soudan le diviser pour des raisons où on veut nuire à El-Béchir, et parce que bon, on l'ampute, puisque c'est la richesse la plus c'est pour pouvoir avoir une mainmise là-dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est vrai que au moment où ils sont en train de se tirer dessus, d'autres siphonnent. Mais les réseaux siphonnent le pétrole allègrement, sans vraiment se soucier de quoi que ce soit. Si je peux dire, je trouve intéressant la question d'où on accuse l'Occident. Effectivement, l'Occident est coupable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le maître qui estime avoir donné la liberté à l'esclave ou avoir donné la liberté aux colonisés ne le considère pas à son égal. Ouais. C'est un peu ça le problème. Et je pense que dans la dynamique des indépendances africaines, on a été coupable de ça. Le fait de penser que quand le blanc met dans son histoire qu'il a donné l'indépendance, qu'il a donné la liberté à l'esclave, que de surcroît, de facto, il en venait à considérer que l'esclave était à son niveau. Ce qui est tout à fait faux. Le respect reste à être arraché. De sujets, on va évoquer le Bénin maintenant avec un sujet un peu plus doux là-bas. Il n'y a pas d'armes qui sifflent. C'est la police, en tout cas, qui a décidé d'utiliser, de faire recours maintenant au test d'alcoolémie au volant. On le sait, les accidents, la plupart des accidents sur les routes en Afrique, c'est dû à la consommation de l'alcool. Eh bien, au niveau du Bénin, le colonel Pascal Adéloui, qui est secrétaire général de la police républicaine, a dit que la police a acquis une grande quantité d'alcotest électronique pour permettre effectivement justement de lutter contre ce phénomène. C'est de bonne guerre, Pasteur Ivo? Oui, non, je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre maintenant. C'est vrai qu'en Europe déjà, ce n'est plus du nouveau. Qui est là. On teste les gens, tous ceux qui sont au volant et qui consomment, qui abusent de l'alcool jusqu'à un certain nombre de grammes, par exemple, peut-être 0,2 grammes dans le sang, mais ça se sent avec l'appareil, l'alcomomètre, ou bien c'est ça, je ne sais pas si c'est ça exactement. Donc je crois que c'est une bonne chose, sachant qu'en Afrique, nous avons l'habitude de consommer, on a l'habitude de consommer les liqueurs locales, mais qui sont fortes, et qui peuvent nuire et surtout qui peuvent causer des menaces à la sécurité routière. C'est une bonne chose. Là, il va falloir que c'est une expérience quand même qui va permettre à tous les autres pays de pouvoir, parce que nous savons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité, les accidents sur nos routes sont légion et que ça tue, la route tue énormément. Donc il y a quand même. Il y a quelqu'un qui dit que c'est pas la route qui tue, mais ce sont les gens qui se tuent sur la route. Oh, bon, est-ce que la route tue? Bon, c'est l'expression la route tue. Les gens se tuent. C'est les gens qui se tuent. Puisque la route est là. Il suffit d'aller doucement. La route est là. D'arriver à bon port. Bon, mais l'expression la route tue, c'est pour dire que les gens se tuent. C'est pratiquement la même chose. Donc, je crois que ça permet, avec ce test-là, ça permet d'aller à des sanctions. Ouais. D'aller à des sanctions. On sanctionne. Encore faut-il que là où les policiers sont postés, que la personne réussisse à conduire jusque-là avant de se faire tester. Oui, bien sûr. Oui, je crois que les pays africains aiment toujours les charrues devant les bœufs, non, les bœufs devant les charrues. Parce que, mais quand j'ai appris ça, j'ai souri parce que en Europe, lorsqu'on vous attrape
on vous teste et on voit que c'est positif, on vous envoie une amende au domicile. Or, nos États africains, nos maisons n'ont pas d'adresse. C'est sur quelle adresse les policiers? Ça veut dire que le policier qui constate que vous êtes ivre au volant, il te raquette. Bon, peut-être si le taux officiel est à 10 000, bon, vous négociez avec 5 000 francs. Or, en Europe, c'est budgétisé. À la fin, on fait un bilan. Combien de recettes l'État a pu engranger auprès des alcooliques. Et ça permet d'investir dans beaucoup de domaines. Mais ici, c'est des mesures qui n'ont pas de tête ni queue, parce que là, même le policier même qui est là, qui est censé est-ce qu'il n'est pas ivre par exemple? On le voit dans des bars, dans des petits coins de Sodabi, de Tchoukoutou. Il faut qu'on l'essaye. Mais non, mais avant, ils se déplacent d'un point à l'autre, ils ne vont pas à pied, ils ne vont pas à véhicule, ou pas à moto et autres. Leur véhicule de commandement. Dans leur véhicule de commandement. C'est pas totalement. C'est vrai qu'ici, en tout cas, le ministre Yak en avait parlé, mais je dis qu'avant d'en arriver, pour que ça marche, il faut d'abord des adresses. Il faut que chaque citoyen puisse avoir une adresse. Que le policier ne soit pas là dans la route pour, bon, lorsqu'il te verbalise ou bien lorsqu'il voit que vous êtes en erreur, non. Il faut que ça soit à travers des adresses, on dépose des contraventions, vous payez au trésor public et à la fin, on fait un bilan que bon, au cours de cette année, tous ceux qui ont trop bu sur la route, voilà les amendes, ce que les amendes ont rapporté. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure? Bon, ça peut être une mesure intéressante. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont l'appliquer. Est-ce que c'est dissuasif? Oui, ça peut être dissuasif. Ça peut être dissuasif, notamment pour les motards et pour les chauffards. Maintenant, je pense qu'il faut aller de pair avec la construction d'infrastructures ici, parce que la mauvaise conduite des gens est aussi relative au mauvais état des routes. Donc bon, oui, moi je trouve que c'est intéressant. Tout ce qui peut conduire à une baisse. Je vous donne l'exemple du grand contournement qu'on a fait chez nous ici au Togo, mais vous voyez ce que les gens roulent là-dessus. Oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut mettre la route Cotonou-Lomé. Mais il faut voir comment les gens roulent comme des fous, comme des malades de Anéo à Lomé. Mais vous voyez comment les Nigériens, les Béninois, même les Togolais qui roulent, ceux qui font les allers-retours. Mais voilà, mais même si, à ce sens-là, je dis, est-ce que c'est seulement l'alcool qui provoque ça? Mais les gens prennent de la drogue également, ou des gens qui prennent de tramadol. Il y a des tests de tramadol, des tests de drogue, non? Il faut l'essayer. Mais il faut déjà commencer par là, c'est pas mauvais. Moi, ça me fait rire quand je lisais l'article, c'est que la police républicaine dit désormais, quand il y a funérailles, ils vont prendre d'assaut les interceptions. Quand il y a le fête familial, moi je trouve ça intéressant quand même. On attend voir ce que ça peut donner au Bénin. Vous vous rappelez, en tout temps, l'ancien président Yahi Boné avait